C'est bon, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation et merci en particulier à Monsieur Linz qui a tout organisé pour ma venue ici aujourd'hui. Bien, donc effectivement, l'intérêt général, une notion problématique dont je vais essayer de vous résumer très schématiquement l'histoire, parce que l'intérêt général est une notion qui est très importante dans le droit français. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais finalement, cette notion n'est apparue dans l'histoire des idées que très tardivement, juste avant la Révolution française en réalité. Donc il va falloir dresser un petit peu l'histoire de cette notion, et puis je vais essayer de la raccorder aux problématiques contemporaines en partant d'exemples très concrets. Mon objectif étant simplement d'essayer d'éclairer quels sont les problèmes que pose la notion d'intérêt général aujourd'hui. Pour commencer, on va partir là encore d'un cas très concret. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ? Donc moi je suis enseignant par exemple. Pourquoi suis-je enseignant ? Alors il y a une première dimension, c'est qu'il faut que je gagne ma vie. Donc je le suis par nécessité. Deuxièmement, il y a la dimension du plaisir. Si je n'éprouvais pas un minimum de plaisir dans cette activité, j'essaierais de faire autre chose. Donc, nécessité vitale, plaisir, mais il y a une troisième dimension qui doit être ajoutée à cela, c'est que j'ai le sentiment que l'éducation est un bien pour la société à laquelle j'appartiens. Et que par conséquent, en éduquant les jeunes, je me rends utile à la société dont je fais partie. Simplement, ce que je veux montrer par là, c'est que il y a une dimension importante dans l'exercice d'une fonction quelle qu'elle soit, et cette dimension, c'est l'intérêt général. Le fait de se rendre utile à la société, ou encore le fait de se dire que ce qu'on fait est juste. D'accord ? La notion d'intérêt général, elle va se recouper avec la notion de justice d'une manière assez complexe et qu'il va nous falloir analyser. Et donc j'imagine que ce que je dis là est aussi le cas pour vous. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est non seulement pour gagner votre vie, j'imagine que vous devez éprouver un plaisir à le faire, mais aussi vous avez le sentiment, à tort ou à raison, que vous agissez de cette manière, non pas seulement pour votre intérêt personnel, mais dans l'intérêt collectif. Donc, voilà la première définition qu'on peut donner de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce qui est avantageux pour l'ensemble des individus qui composent une société. Voilà une définition la plus simple possible. Donc en ce sens, comme je l'ai dit, dire qu'on œuvre pour l'intérêt général, c'est exactement la même chose que dire que ce qu'on fait est juste. Depuis le XVIIIe siècle, en tout cas, ces deux notions, justice et intérêt général, se recoupent. Avant le XVIIIe siècle, avant le siècle des Lumières, cette notion n'existe pour ainsi dire pas du tout. Elle n'est en tout cas pas du tout utilisée dans le sens dans lequel nous l'entendons nous aujourd'hui. Dans l'histoire des idées, quand une notion apparaît, c'est qu'elle vient résoudre un problème. Toujours. C'est-à-dire que quelque chose qui jusqu'à présent allait de soi, soudain, à un moment ou à un autre, ne va plus de soi et nécessite d'être réinterrogé. Et donc une notion vient apparaître, un concept vient apparaître pour répondre à ces problèmes. Donc on va voir pourquoi est-ce que cette notion est apparue au XVIIIe siècle en particulier. Un dernier point d'introduction, il faut aussi ajouter qu'aujourd'hui, la notion d'intérêt général pose un problème particulier qui n'est plus le même qu'au XVIIIe siècle, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue une notion qu'on manipule à tort et à travers dans un nombre de contextes très différents. Et surtout en France. Parce que dans des pays de droit anglo-saxon, dans lesquels ce qu'on appelle en bon franglais le lobbying est tout à fait autorisé, il est absolument normal d'affirmer qu'on agit ou qu'on demande à ce que la loi se fasse au nom d'un intérêt particulier, de l'intérêt, par exemple, d'un collectif d'entreprises. En France, c'est théoriquement complètement interdit. Donc, en France, dans le discours politique, on utilise la notion d'intérêt général dans toutes les situations pour justifier n'importe quelle action. Donc ainsi, quand à la fin des années 90, on a privatisé les autoroutes, par exemple, personne n'a dit que c'était dans l'intérêt des compagnies autoroutières comme Vinci ou Sanef. On a dit que c'était dans l'intérêt général. Pourquoi ? Parce que
il s'agissait de diminuer la dette publique, diminution qui va dans le sens de l'intérêt de la nation tout entière. Donc, le problème qui se pose, c'est de savoir tout simplement dans quel cas est-ce que l'utilisation de cette notion est légitime, et dans quel cas est-ce qu'elle ne l'est pas, dans quel cas c'est un abus de langage. Et répondre à cette question, je le dis d'emblée, il n'y aura pas de suspense dans mon intervention, répondre à cette question est absolument impossible autrement que par la décision démocratique. C'est-à-dire, nous le verrons, que l'intérêt général ne peut être autre chose que ce que le peuple, l'ensemble des citoyens, décide de ce qu'il va être. À partir de là, nous verrons un certain nombre de problèmes qui se poseront. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour défendre l'intérêt général? Quelles sont les limites que cette notion comprend? Peut-on aller jusqu'à même désobéir à la loi qui est l'expression de l'intérêt général au nom de l'intérêt général? Comment est-ce qu'on peut légitimer une autorité à partir du moment où celle-ci ne rentrerait pas en conformité avec l'intérêt général, etc., etc. Voilà un ensemble de problèmes que nous allons aborder tous ensemble. Donc, je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible, et je suis obligé de remonter assez loin dans le temps pour vous parler de l'émergence de cette notion. Car, comme je l'ai dit, cette notion d'intérêt général est apparue très tardivement dans la modernité, à la toute fin du XVIIIe siècle. Donc, elle vient répondre à un problème, c'est-à-dire que quelque chose qui semblait évident cesse de l'être, comme je l'ai dit en introduction. L'idée selon laquelle il fallait qu'il y ait une motivation pour la décision politique, il fallait qu'il y ait une norme qui s'impose pour prendre une décision politique. Alors, cette idée-là, au XVIIIe siècle, a posé visiblement un problème. Donc il va falloir voir pourquoi. Depuis la nuit des temps, et encore dans certaines sociétés actuelles, comme par exemple en Inde, l'idée selon laquelle les intérêts d'un individu pourraient être supérieurs aux intérêts de son groupe d'appartenance ne va pas du tout de soi. D'accord ? Si je prends l'exemple de l'Inde, c'est parce qu'en Inde, comme vous le savez, on est dans un système de caste. C'est-à-dire qu'un individu peut tout à fait avoir des désirs, mais ce qu'il va faire, il ne va pas le faire en fonction de ses désirs individuels, mais en fonction des intérêts de sa famille et de sa caste. D'accord ? Donc il ne va pas se marier avec qui il veut, il ne va pas faire le métier qu'il veut, etc., etc. Et ce modèle-là, d'une société qu'on appelle organiste, qui fonctionne comme un organe ou comme un cosmos, pour parler comme les Grecs, c'est-à-dire comme un monde dans lequel chaque chose a une place, un peu comme une horloge où chaque rouage aurait son importance, eh bien, dans ce monde-là, dans ce type de société-là, on ne peut pas penser la liberté individuelle comme le fait de faire ses propres choix. Nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons que être libre, c'est faire le métier qu'on veut, se marier avec qui on veut, dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, etc. Autrement dit, nous pensons la liberté comme la poursuite de nos intérêts particuliers. Comme je l'ai dit, dans le monde antique, cette idée-là, elle est complètement aberrante. Il n'y a que le fou, ou il n'y a que le tyran, qui peut faire passer ses désirs individuels devant l'intérêt collectif. Le rôle du politique, c'est de confier à chacun la place qui lui est assignée, et que chacun joue son rôle du mieux possible dans la cité. C'est ça la vision dominante de la politique. Par exemple, quand Platon écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, « L'art politique véritable ne doit pas se soucier du bien particulier, mais du bien général. » Plus tard au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin écrit « Au bien d'un seul, on ne doit pas sacrifier celui de la communauté. Le bien commun est toujours plus divin que celui de l'individu. » Donc, même si le vocabulaire n'est pas exactement le même, l'idée est exactement la même, c'est-à-dire que les intérêts de l'individu sont bas, sont vils, et qu'il faut les mettre de côté au profit des intérêts de quelque chose qui nous dépasse. Que cette chose, on l'appelle, comme Platon, le bien, ou comme Thomas d'Aquin, Dieu. Plus tardivement, y compris au XXe siècle, on dira pour les mêmes raisons que cette idée qui doit nous dépasser, c'est la patrie ou le parti dans le cadre d'un système totalitaire. Donc l'idée, encore une fois, c'est toujours la même, l'individu doit s'effacer devant le collectif. Voilà la situation
dominante de la pensée politique occidentale jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, il va y avoir quelque chose, une révolution intellectuelle majeure, qu'on appelle la révolution de l'individualisme moderne, qui va apparaître très progressivement aux alentours du XIVe, XVe siècle. C'est l'époque, par exemple, où les peintres, comme Dürer, commencent à réaliser des autoportraits ou à signer leurs portraits. Donc, l'individu commence à avoir droit de cité, et non plus seulement le collectif auquel il appartient. À partir de là, l'idée d'un intérêt individuel légitime, on a un intérêt particulier légitime, s'impose. Et donc, au XVIe, XVIIe siècle, il va y avoir un problème très nouveau qui se pose encore à nous aujourd'hui, plusieurs siècles après. Comment concilier les intérêts particuliers d'un individu avec la nécessité de conserver le lien social, d'assurer la paix entre les hommes, un pouvoir stable qui assure la sécurité des biens et des personnes, etc. Comment concilier les deux? Pour le dire autrement, comment concilier le désir de l'individu avec le bien commun, la notion d'intérêt général n'est toujours pas apparue, ou pour le dire d'une dernière façon, grâce à une équivoque typique de la langue française, comment peut-on être en même temps sujet et sujet? Que le sujet, c'est à la fois celui qui dit « je », c'est le sujet du verbe, et c'est aussi le sujet du prince. Donc il est à la fois dans une position de passivité, il est soumis au prince, et en même temps dans une position d'activité, c'est lui qui agit. Donc, comment peut-on être les deux à la fois? Au XVIIe siècle, les théories qu'on appelle les théories du contrat social vont chercher à répondre à ces questions. D'abord sous la plume d'auteurs comme Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke, qui vont traiter cette question de manière très différente. Je ne vais pas m'appesantir dans les détails, je vous rassure. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est quel est l'objectif qu'ils visent, ces auteurs. Ils veulent comprendre comment il se fait qu'un individu abandonne son droit naturel à se gouverner lui-même et qu'il confie ce droit-là à une autorité souveraine. Comment ça se fait? Pourquoi ils le font? Eh bien, la réponse que ces auteurs vont donner, c'est que tout simplement, si on ne le faisait pas, la vie en société serait impossible. Si chacun suivait son caprice particulier, eh bien, ce serait, comme dit Hobbes, la guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun. Ce serait le chaos. Le contrat social est passé entre des individus qui s'engagent à obéir aux lois d'un souverain qui a en échange pour tâche de protéger leurs biens, leurs personnes, leurs familles, etc. On a là la conception de l'État moderne qui assure la défense du bien commun, en échange de quoi l'individu lui abandonne une partie de sa liberté. Donc ce n'est plus, par exemple pour le royaume de France, ce n'est plus seulement l'autorité de Dieu qui donne puissance au prince, ce n'est plus seulement parce que le prince est élu de Dieu sur terre qu'on doit lui obéir, mais parce qu'il a un engagement, il passe un engagement à l'égard de son peuple. Nous en arrivons ainsi, enfin, au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, où cette définition du contrat social va être complètement remise en question, tout simplement parce que ce qui va prévaloir au siècle des Lumières, c'est l'idée de l'autonomie du sujet rationnel. Chaque être humain est un individu moral doté d'un libre arbitre qui doit lutter contre les forces qui cherchent à l'asservir, que ce soit l'autorité absolue du monarque, l'obscurantisme et la superstition de l'Église, etc., etc. D'accord ? Donc c'est grâce à la science, grâce au partage des savoirs, que l'individu va pouvoir s'extraire de cette aliénation. À partir de cette exigence-là, eh bien, on ne peut plus considérer qu'il faut que l'individu abandonne sa liberté en échange de sa sécurité. Tout simplement parce que ce contrat-là n'aurait aucun intérêt. Ce serait exactement comme si on disait qu'un esclave n'a pas à se plaindre puisqu'il est logé et nourri. C'est en tout cas de cette manière-là que le pense un auteur très important qui est Jean-Jacques Rousseau.
pour qui la liberté est indissociable de la vie. C'est-à-dire, vivre, si c'est pour vivre comme esclave, ça n'a aucun intérêt. Donc on ne peut pas abandonner, pour le prétexte de sa sécurité, on ne peut pas abandonner sa liberté à l'État. Au contraire, le rôle de l'État va être d'assurer la liberté du citoyen contre ce qui le domine. Et qu'est-ce qui domine le citoyen? C'est d'abord les ordres arbitraires, la puissance des puissants, la domination des dominants. Rousseau écrit « Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas, il a des chefs et non pas des maîtres. C'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. » Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas de remplacer un maître par un autre, de remplacer le maître par un roi. Ça n'aurait aucun sens. Même dans une monarchie, le roi ne peut pas être un despote dont les caprices auraient force de loi. Ce qui décide de la loi, ça ne doit pas être une volonté particulière, tout simplement parce que chacun va décider prioritairement en fonction de ses intérêts égoïstes. Le souverain doit, au contraire, viser non pas son bien propre, mais le bien de l'ensemble de son peuple. Problème, n'est-ce pas trop demander à un homme, même avec les meilleures intentions, même si on imaginait, comme le faisait Platon, un roi philosophe, absolument juste et bon. Est-ce que ce n'est pas... Comment pourrait-on être sûr que malgré ses bonnes intentions, il fera toujours ce qui est bien pour tous, qu'il n'essaiera jamais de faire passer son bien égoïste en premier? Et on pourrait même aller jusqu'à dire, est-ce qu'on peut réellement, de bonne foi, exiger de la part d'un simple être humain un tel sacrifice? C'est pour ça que l'État juste tel que le pense Rousseau doit être un État dans lequel obéir à la loi, c'est obéir à soi. L'État devient nécessairement démocratique. Voilà. Tout État non démocratique, pour Rousseau, n'est pas un État de droit. Ça peut être une monarchie. Le pouvoir exécutif peut être incarné par une personne seule, comme en Angleterre à cette époque-là, par exemple. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le pouvoir qui décide des lois soit un pouvoir démocratique, qui va ainsi chercher le bien commun et non pas le bien du chef. Ça, c'est la première exigence démocratique. Deuxième exigence, une exigence individuelle, dans laquelle le citoyen ne doit pas décider pour lui-même, il ne doit pas penser d'abord à lui, mais d'abord penser aux autres. Ou plus exactement, d'abord penser au collectif dont il n'est qu'une partie. Donc il ne doit pas, au moment de décider de la loi, se demander quelle loi me serait avantageuse à moi, mais se demander quelle loi serait avantageuse pour tout le monde, y compris pour moi. D'accord? Et ça, c'est très important, hein. L'intérêt général, on est en train d'y arriver, ce n'est pas le sacrifice de soi. Son intérêt particulier doit être compris dans l'intérêt général, et en même temps dépassé par celui-ci. Je décide dans l'isoloir, non pas en fonction de moi en tant qu'individu, je cesse d'être une personne pour Rousseau, à ce moment-là, au moment où je fais acte de souverain. Je ne suis plus un homme ou une femme, je ne suis plus blanc ou noir, catholique ou protestant, riche ou pauvre, jeune ou vieux, ça n'a plus aucune importance, je ne suis plus qu'un citoyen, un être abstrait, qui n'est plus incarné dans une personne réelle. Je ne suis plus qu'un membre du corps social. Et donc, ce qui va agir en moi, ce n'est plus ma volonté particulière, mais ma volonté générale. La volonté générale en moi-même. Ce qui pourrait être voulu par tout le monde, et pas seulement par moi. Donc ça suppose que je sois ouvert à la discussion, que je puisse m'ouvrir à d'autres points de vue que le mien, donc à la discussion démocratique, et aussi que je sois capable de penser par moi-même, et au-delà de moi-même, de penser aussi pour les autres et pas seulement pour moi. Cela suppose, enfin, une éducation du citoyen, et donc Rousseau va théoriser toute une éducation du citoyen. Il faut apprendre à l'enfant qui est spontanément animé comme tout un chacun par ses désirs égoïstes, il faut lui apprendre à penser au-delà de lui-même également. Voilà comment la notion d'intérêt général est apparue au XVIIIe siècle. On en arrive ainsi à une définition première. L'intérêt général, c'est ce que veut la volonté générale. Une définition qui est bien abstraite, évidemment. Et elle a donné cours à plusieurs critiques, dont je vais vous parler tout de suite.
La première critique n'est pas réellement une critique, mais un soupçon. Le soupçon de l'égoïsme caché. Comment est-ce que je peux être sûr que quand je prends une décision, je la prends en tant que citoyen et pas en tant que personne, pas en tant qu'individu? Comment être sûr que je ne suis pas aveuglé, même sans m'en rendre compte, par mon intérêt particulier? Après tout, l'être humain est un être désirant et qui n'est pas toujours conscient de pourquoi il désire, ni de ce qu'il désire. Alors ce soupçon-là, il est au cœur de la critique marxiste de la Révolution française, et donc aussi de la notion d'intérêt général. Pour Marx, les valeurs portées par la Révolution française ne sont pas des valeurs universelles, mais les valeurs d'une classe particulière, la bourgeoisie, qui cherche à donner l'illusion que ses intérêts sont ceux du monde entier, et non pas seulement ses intérêts en tant que classe économique. Donc le citoyen abstrait de Rousseau, pour Marx, est une pure fiction, il n'existe pas. Il faut au contraire se pencher sur la réalité matérielle des êtres humains, pour savoir ce qu'ils vivent, et pour comprendre qu'ils agissent non pas en fonction d'intérêts abstraits, mais en fonction d'intérêts purement vitaux, qui dépendent de la classe à laquelle ils appartiennent. Marx prend un exemple, la loi Le Chapelier de 1791, la loi qui a interdit les corporations d'artisans, mais aussi les organisations ouvrières, qui considéraient qu'un syndicat ouvrier, finalement, n'était qu'un lobby parmi d'autres. Or, il fallait décider en tant que citoyen, et non pas en tant que membre d'un groupe d'intérêts particulier. Ce que dit Marx, c'est que, les faits ne peuvent pas lui donner tort, cette loi Le Chapelier a en réalité davantage profité au patronat qu'aux travailleurs. Tout simplement parce que la méritocratie républicaine faisait que c'était plutôt la classe bourgeoise qui avait accès aux fonctions de pouvoir, qui n'avait donc pas besoin d'exercer un contrepoids, et au contraire, les ouvriers, à ce moment-là, avaient besoin de faire masse et de faire contrepoids pour faire valoir leurs intérêts. Une situation similaire s'est présentée à nous au mois de novembre avec le mouvement des Gilets jaunes. En effet, au tout début du mouvement, depuis on l'a un petit peu oublié, mais il y avait la question de la taxe carbone. Et cette taxe carbone est apparue pour beaucoup des participants de ce mouvement, non pas comme quelque chose qui allait dans le sens uniquement de l'intérêt général, d'accord, mais comme quelque chose qui était apparu à une élite déconnectée des réalités du monde rural et des petites villes, dans lesquelles les gens ont besoin de prendre leur voiture quotidiennement. Et donc, voilà, cette idée était venue à une élite déconnectée ou suffisamment riche pour ne pas sentir les effets de cette taxe sur son pouvoir d'achat. C'est ainsi que a été opposé au tout début du mouvement la fin du monde et la fin du mois. Dans le même état d'esprit, les libéraux vont pouvoir rejoindre les marxistes dans ce soupçon que la vision volontariste de l'intérêt général est le fruit d'une illusion ou d'un déni, qu'en réalité ce n'est que de l'égoïsme masqué. La seule différence entre les marxistes et les libéraux serait que pour les libéraux, cet égoïsme ne pose aucun problème. Au contraire, pour les libéraux, c'est la recherche de l'intérêt particulier qui concourt involontairement à la naissance de l'intérêt général. L'idée est très simple à comprendre, on la retrouve dès le XVIIIe siècle dans la critique, par exemple, de la charité chrétienne. Est-ce que ça change vraiment quelque chose qu'on donne une pièce à un mendiant pour l'aider lui ou pour se sentir mieux avec sa conscience? Est-ce que ça change quelque chose qu'on aille faire de l'aide humanitaire en Afrique pour se donner bonne conscience ou qu'on le fasse uniquement dans un esprit de sacrifice? L'important, finalement, c'est la fin justifie les moyens. Ce qui compte, c'est d'avoir agi correctement, tant pis pour les intentions. Et bien donc, pour les libéraux, l'idée selon laquelle l'intérêt particulier est sous-jacent à l'intérêt général est une idée parfaitement légitime. Chacun, en cherchant à gagner de l'argent, permet à ses contemporains de bénéficier des biens ou des services qu'il propose. Tout simplement. Moi, je suis enseignant, j'offre un service à la société et à mes élèves, et en échange, je reçois de l'argent. Et ainsi,
Tout le monde, en recherchant son intérêt particulier, fait avancer l'ensemble de la société et œuvre pour l'intérêt général de manière involontaire. Voilà, c'est l'utilité qui compte et non pas la volonté. À partir de là, l'État devrait limiter son action au maximum, permettre aux individus le fait de pouvoir décider entre eux de comment ils échangent leurs biens, leurs services, comment ils s'associent, comment ils se font concurrence, dans le cadre d'un marché. Pour résumer à très grands traits la pensée libérale. Ainsi, si je reprends l'exemple d'une taxe carbone, pour les libéraux, ça n'a absolument aucun sens de procéder de la manière d'une taxe. Il faudrait plutôt que l'État laisse aux acteurs privés le soin de décider entre eux de comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent tout en sauvant la planète. Voilà. Le libéralisme voit dans cette conception dont j'ai parlé, la conception rousseauiste ou volontariste de l'intérêt général, finalement les prémices du totalitarisme. La notion serait tellement vague et en même temps tellement contraignante que n'importe quel État ou n'importe quel parti politique pourrait la mettre en avant pour justifier la suppression des libertés individuelles. Premier problème donc, l'égoïsme caché. Deuxième problème, celui de la qualification du peuple souverain. Admettons, laissons de côté cette idée d'égoïsme caché et admettons qu'il soit possible de dépasser son intérêt particulier pour s'élever en direction de l'intérêt général. Ce dépassement nécessite absolument une éthique, mais aussi une connaissance approfondie des mécanismes socio-économiques, de façon à prendre une décision qui soit éclairée. De fait, à l'heure actuelle, les gouvernements mettent régulièrement en question les décisions démocratiques, au prétexte que la majorité ne serait pas qualifiée pour prendre cette décision. Et il vaudrait mieux laisser à des experts le soin de décider à la place du peuple. C'est ainsi que la démocratie contemporaine est sans cesse aux prises avec une technocratie qui cherche à influer sur la volonté du peuple. C'est ce qu'on a vu au moment du référendum de 2005 pour la Constitution européenne, qui est passé finalement en 2007 sous la forme du traité de Lisbonne par le vote du Parlement, bien que le référendum ait été rejeté. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que les experts ont considéré qu'il n'était mauvais pour la France de rejeter cette vision-là de l'Europe, et que par conséquent, si les votants avaient voté contre, c'est qu'ils étaient mal informés ou ignorants de la réalité économique de l'Europe d'aujourd'hui. La situation est absolument d'actualité avec le Royaume-Uni aujourd'hui, qui a, comme vous le savez, toutes les difficultés du monde à sortir de l'Europe, ce qu'on appelait le Brexit, parce que, encore une fois, qu'on soit d'accord ou non avec l'idée d'un Brexit, il n'empêche que le peuple souverain s'est prononcé en faveur de la sortie de l'Europe, et qu'il est disqualifié par le discours technocratique qui dit que voilà, les citoyens britanniques ont été manipulés par les réseaux sociaux, par les fake news, etc. Il y aurait donc une vision technocratique de l'intérêt général dans laquelle une minorité aurait une meilleure perception que les autres de ce qu'est l'intérêt général, à partir de quoi les gouvernants n'auraient pour seule fonction que d'appliquer des mesures favorables aux mécanismes réels de la société. À la limite, ils pourraient se contenter de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer au peuple pourquoi ils ont tort de ne pas être d'accord avec les mesures de ce gouvernement. Aujourd'hui, le problème que pose ce discours technocratique, c'est qu'il est omniprésent dans l'espace médiatique et il contribue à produire un vaste sentiment anti-élite et anti-intellectuel, parfois ayant des traits communs avec le conspirationnisme. L'idée serait que ces experts agiraient, encore une fois, d'une manière cynique pour manipuler l'opinion du peuple et s'asserrer purement et simplement sur la démocratie. On jette ainsi le bébé avec l'eau du bain, le discours d'expertise englobant désormais tout discours de sachant, tout simplement. On le voit par exemple avec la méfiance à l'égard des vaccins, à l'égard des médecins. Dire finalement les médecins seraient des charlatans. Les professeurs sont ainsi aussi délégitimés puisqu'ils seraient porteurs, encore une fois, d'une parole manipulatrice.
Alors de fait, ce problème-là, il était déjà présent au siècle des Lumières, dans la mesure où il était très important de penser une éducation du peuple qui permettrait justement de faire des citoyens éclairés qui ne seraient pas manipulables par des autorités intellectuelles ou morales. Hein, l'idée, alors c'était pas plutôt pour les élites intellectuelles, mais c'était plutôt par rapport à l'Église, hein, avoir des citoyens qui savent lire, écrire et qui ne sont pas facilement manipulables par les autorités de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez similaire, hein, dans la mesure où, alors là c'est plus l'autorité de l'Église, mais c'est l'autorité de la télévision, c'est l'autorité des sondages, des réseaux sociaux, hein, tout ça, ce sont des mécanismes qui fabriquent une opinion, et on voit aujourd'hui dans l'école toutes les difficultés qu'il y a à créer un citoyen capable de décider sans se laisser manipuler par ces fabriques d'opinion. J'en arrive à mon troisième et dernier problème. C'est un problème qui est encore plus concret et tout autant d'actualité, c'est celui des bornes de la souveraineté. Où commence l'intérêt général? Jusqu'où va-t-il? Sur qui doit-il s'exercer? Si l'intérêt général, c'est l'expression de la volonté générale du peuple souverain, alors qui est le peuple souverain? Dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, je cite, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » Alors, comme vous le savez peut-être, tout le XIXe siècle a été travaillé par cette question de savoir, mais dans ce cas-là, c'est quoi la nation? Qu'est-ce qui fait la nation? Est-ce que la nation, c'est la culture? Est-ce que c'est l'ethnie? D'accord? Est-ce qu'en France, il n'y a qu'une seule nation, la nation française? C'est ce que veut notre Constitution, indivisibilité de la nation. Mais cette idée n'allait pas de soi à la fin du XVIIIe siècle, et il était bien plus probable qu'il y ait plusieurs nations qui cohabitent sur un même territoire. Hein, qu'il y ait une nation bretonne, une nation berrichonne, ou que sais-je encore, et que l'idée d'un sentiment national qui unirait les différentes cultures locales, cette idée-là, elle a dû s'imposer au fur et à mesure du XIXe siècle. Donc voilà déjà un problème qui se posait dès le début. Mais aujourd'hui, le problème est encore plus virulent à l'heure de la mondialisation, ou à l'heure de l'Union européenne. Est-ce que le cadre national de la souveraineté est encore approprié dans une situation économique où tous les acteurs sont interconnectés à l'échelle mondiale? Prenons un exemple, l'exemple de la marche pour le climat, l'exemple de la protection de la biodiversité. Donc, on pourrait considérer, c'est mon cas à titre personnel, que protéger la biodiversité et respecter l'environnement va dans le sens de l'intérêt général. Et non pas seulement l'intérêt général des Français, mais l'intérêt général de toute l'humanité. Mais quand j'affirme cela, est-ce que je ne prends pas une position de surplomb, justement une position d'expertise, qui croirait mieux savoir que les peuples ce qui est bon pour eux? Quand je vois les Américains élire Donald Trump, ou les Brésiliens Jair Bolsonaro, qui sont tous les deux des climato-sceptiques affichés, qui suis-je, à titre personnel, pour dire qu'ils ont tort de considérer leur intérêt général dans ce sens-là? Et ceci étant dit, si ces États, les États-Unis et le Brésil, ne veulent pas appliquer de mesures contraignantes pour la défense de l'environnement, est-ce que nous, en Europe, ou nous en France, nous devons appliquer des mesures contraignantes, sachant que dans ce cas-là, nous serons probablement mis en échec à l'échelle de la concurrence internationale? Nos produits seront plus chers, et nous serions donc envahis par des produits de moins bonne qualité environnementale venus de pays qui n'appliquent pas les mêmes normes que nous. Ainsi, alors que nous sommes à quelques semaines des élections européennes, on voit bien aujourd'hui le problème que pose le cadre de l'Union européenne pour beaucoup de gens. D'accord ? La marge d'action des nations a été limitée, mais pour autant, il ne s'est pas créé un sentiment d'appartenance à une seule nation européenne. Nous sommes divisés, nous les Européens, sur la question de nos relations avec les États-Unis ou avec la Russie, sur les normes environnementales, comme je l'ai dit, sur l'accueil des migrants, voilà, des sujets clivants à l'échelle européenne. L'intérêt général est brandi par les souverainistes, de gauche comme de droite, pour mettre en avant le fait qu'il ne peut pas exister
à un cadre européen, que par conséquent il faudrait en revenir à un cadre national pour pouvoir exercer la souveraineté et assurer ainsi l'intérêt général. Alors un certain nombre d'entre eux, évidemment, le désirent aussi pour des raisons de refus de la diversité ethnique ou religieuse, certes. Pour autant, là encore une fois, il faut faire preuve de nuance et ne pas rejeter cette critique de manière unilatérale. Face à ces critiques souverainistes, les partisans de l'Europe font valoir que l'intérêt général de la France, de la nation française, a besoin de conditions pour s'exercer, par exemple que nous ayons suffisamment d'argent pour financer nos services publics, et que ces conditions ne pourraient pas être réunies hors du cadre européen. Ainsi, nous avons deux conceptions de l'intérêt général, au moins, qui s'affrontent, dont chacune a sa propre légitimité. Et nous arrivons encore une fois au problème duquel j'étais parti. Comment est-ce qu'on peut trancher entre ces deux-là ? Eh bien, tout simplement, c'est impossible. On ne peut pas trancher une bonne fois pour toutes quel est l'intérêt général. L'intérêt général ne peut être que le processus d'une discussion démocratique. J'en arrive ainsi à ma conclusion. On a vu que la notion d'intérêt général répondait à un problème propre à la modernité: comment allier la nécessité de gouverner les hommes et le respect légitime de la liberté individuelle. Ainsi, l'intérêt général a un double statut, c'est à la fois le résultat du processus démocratique, et en même temps, c'est un idéal que chaque citoyen devrait viser au moment de la délibération démocratique. Alors que, à l'heure actuelle, nous brandissons cette notion à tort et à travers dans le discours politique, et que chacun s'en réclame, nous pouvons voir dans cette omniprésence le symptôme d'une nouvelle crise, de quelque chose qui ne va pas, qu'on pourrait appeler une crise de la notion d'intérêt général. Montée des radicalités religieuses, montée des radicalités et de la violence politique, déferlement de violences physiques ou verbales, mais également, de manière plus diffuse et moins impressionnante peut-être, un sentiment de perte de sens, entraînant beaucoup de souffrances, notamment dans le monde professionnel. Les causes de cette crise de l'intérêt général sont nombreuses. Je voudrais simplement, pour terminer, en pointer deux qui me semblent particulièrement problématiques. D'abord, très prosaïquement, la notion d'intérêt général a été, comme je l'ai dit, brandie comme uniquement l'adéquation aux logiques impersonnelles du marché. Et c'est au nom de l'intérêt général que l'État démantèle depuis des années tout ce qui correspondait à une vision précédente de l'intérêt général, celle qu'avait mise en place le Conseil national de la résistance au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Universalité de l'éducation, universalité de l'accès aux soins, universalité de l'accès aux services publics, soumission des entreprises à la loi et au code du travail, construction d'un appareil productif d'État, etc., etc. Donc il faut rappeler, c'est très important, que l'intérêt général englobe aussi nos intérêts particuliers. Je paye mes impôts, en échange de quoi l'État me garantit une aide quand je suis malade, une bonne école pour mes enfants, des services publics de bonne qualité. Et donc quand on voit aujourd'hui l'état de l'hôpital, l'état de l'école, le prix des trains et tout le reste, la question se pose: pourquoi est-ce que je m'intéresserai au sort de la collectivité si la collectivité ne s'intéresse plus à mon sort? Voilà une première cause de cette crise de l'intérêt général. La deuxième et dernière dont je voudrais parler, c'est le problème que pose la société de consommation, qui amène l'individu à se replier sur lui-même et sur sa sphère familiale, qui limite l'horizon de sa liberté à la nécessité de produire toujours plus pour consommer toujours plus, se contenter de petits plaisirs mesquins au lieu de penser et de désirer au-delà de soi-même. Cette société qui mise tout sur la jouissance et qui pourtant nous assomme de slogans qui nous disent de devenir soi-même, d'être soi-même, de libérer son potentiel, ou comme le dit une célèbre marque de fast-food, de venir comme vous êtes. Elle ne nous incite pas du tout, cette société, à nous dépasser nous-mêmes, à faire effort pour devenir plus que nous sommes et penser pour le collectif et pas seulement
pour nous. Il est donc essentiel aujourd'hui de réhabiliter des projets collectifs et surtout du désir de collectif pour qu'il puisse de nouveau exister quelque chose comme l'intérêt général. Merci beaucoup pour votre attention.